L'essai. Ah, là, c'est le début, là. Ouais, ça commence là. Du coup, on reprend la conversation qu'on a commencé dimanche dernier au sujet de ton essai, Pierre-Henri Murcia, Le virus du désir. Pas encore édité, hein, qui cherche un éditeur, toujours. Voilà, ça c'est le livre qui a été fait par Patricia, Voilà, mais il n'est pas édité. Voilà. c'est ça. Donc, c'est juste gratuit. Qui veut Si tu lire... permets, je vais lire le quart de couverture, ce qu'il y a écrit de l'autre côté du livre. Voilà. Ah ouais. Alors, c'est comment le désir nous a-t-il conduit au virus? Comment le grand prêtre qui a condamné Jésus, Caïphe, est-il à l'origine de la plus grande manipulation de tous les temps? Le virus du désir est une réponse plausible à ces deux questions, c'est-à-dire comment le désir nous a conduit au virus et comment le grand prêtre Caïphe est à l'origine de la plus grande manipulation de tous les temps. C'est un livre sur ces deux sujets-là. Un sujet qui est une vieille histoire où un type a été mis sur une croix et il y avait un grand prêtre, Caïphe, qui était chef de l'Église à l'époque et qui a suggéré sa condamnation à mort, la mort du type qui a été crucifié, et, et le lien qui peut exister avec ce qui nous arrive aujourd'hui. Ouais. Du coup, C'était pour présenter le livre, non? C'est bien, comme ça. ah bah oui, c'est bien, c'est bien. Donc, voilà. C'est vrai que... Puis en plus, ta quatrième de couverture, elle a le mérite d'être concise. Elle m'a étonnée hein, quand je l'ai lue, hein, parce qu'elle est vraiment courte, elle est assurée, quoi. Elle est Oui, confiante. c'est vraiment ça. C'est-à-dire que on va rentrer dans ce livre, on va se dire, mais de quoi il nous parle? Eh bien, il nous parle de ça. Alors, Mais, mais c'est normal que ce soit pas évident au début, voilà, parce que tu vois, pour faire le lien entre un événement qui s'est produit en Palestine il y a 2000 ans, et il faut avoir envie d'essayer de faire le lien. Et c'est ça qui oui, est ta couverture est pas encourageante. Il n'y a pas de technique de manipulation pour te donner envie d'essayer de te convaincre de ce que tu vas dire. C'est juste, tu dis ce que tu vas faire. Et soit tu as envie d'essayer de te comprendre ce que tu dis, soit tu reposes le bouquin. ouais, Il y a pas d'entre eux, tu vois. Soit il faut. d'accord. Ouais. Enfin, Et en fait, c'est bon. il y a un lien à faire entre trois choses, le désir, Oui. qui s'est passé en Palestine entre Caïphe et Jésus, et le virus. Et aujourd'hui, on va parler du désir, c'est ça? De la pathologie du désir? Ouais, qu'est-ce que tu en penses, Omar? Parce que, alors le désir, évidemment, c'est un thème qui va traverser toute la réflexion qu'on a eue. Parce que ce Mm. bouquin, je peux le considérer, je l'ai fait avec toi, puisque moi, une fois qu'il a été écrit, tu as été une des premières lectrices, et puis tu l'as lu, relu, donc tu le connais bien maintenant. Donc, à la limite, comme c'est plus dur, si tu veux, d'être un lecteur que de lire un livre que de l'écrire, tu peux considérer que tu l'as écrit avec moi. Et donc, euh, on avait vu qu'il y avait ce lien à faire entre cet événement, la crucifixion de Jésus, Caïphe, et puis le désir, et puis le virus, et puis on s'intéresse au désir, et le désir, on va chercher à le comprendre dans l'œuvre de René Girard, et en particulier dans de ses premiers... Mm. Bon, il a écrit beaucoup d'articles avant 1960, avant d'avoir écrit son premier bouquin, publié chez Grasset. Il a écrit beaucoup d'articles, toutes sortes d'articles, sur Malraux, sur Saint-Jean-de-Perse, tout ça. Mais sur Paul Valéry, il est excellent sur Paul Valéry, l'article sur Paul Valéry. Oui, j'ai Et envie de le après, dire. il écrit son premier bouquin qui s'appelle Mensonges romantiques et vérité romanesque. Ah bah c'est celui que tu es en train de lire là. Ouais. Bah, je crois, si j'ai bien compris, je crois que pour l'instant, dans tes lectures de Girard, c'est le seul que tu as lu. Oui, puis je l'ai même pas lu entièrement parce que comme tu l'as dit, c'est une vraie perfusion d'intelligence, c'est-à-dire que c'est énorme. Enfin, il dit tellement de choses.
Enfin, et puis le temps déjà de les comprendre, et puis ensuite de les intérioriser et de remonter dans ces expériences pour les constater, et donc que ça devienne aussi, ça soit dans le cœur autant que dans la tête, ça prend une éternité. Et je pense que ton livre, la difficulté, c'est aussi ça. Parce que même si je l'ai lu peut-être presque 3 fois, la difficulté, c'est de le comprendre, quoi. C'est-à-dire s'approprier ce que tu dis pour vraiment pouvoir le comprendre, quoi. Accepter que, ouais, voilà. Tu dois savoir que moi, quand j'ai commencé à lire Girard, le désir, le désir mimétique, c'est quelque chose qui me parlait tellement que j'arrivais pas à le comprendre. Bon, parce que quand il parle du désir mimétique, il n'en parle pas de manière abstraite. On voit bien qu'il parle de quelque chose que lui, il connaît, qu'il a vécu, et c'est presque audacieux qu'il ose en parler comme ça. Parce que parler ouvertement de son désir, de ses désirs, c'est un vrai challenge pour nous, parce que c'est quelque chose qui se dissimule, le désir, c'est quelque chose qu'on dissimule. Et je parle pas de dire, oh, j'aime les blondes, j'aime les rousses, c'est pas ça. Et tu soulèves un point important, ouais. Je parle de quelque chose de ce qu'il y a de plus souterrain, secret et honteux en nous. Mais tu soulèves un point important, c'est que cette affirmation-là, la dissimulation du désir, je pense que ça peut... c'est difficile à admettre, étant donné le sens qu'on donne au mot désir aujourd'hui et la place qu'on donne au désir aujourd'hui. Tu le dis dans toi-même dans ton livre, on voit un peu Qu'est-ce ce que ce désir. serait alors, du coup, le sens qu'on donne au désir aujourd'hui? Eh ben, un sens sain, le contraire de pathologique en fait. Ah, C'est-à-dire, tu vois, et donc il n'y a plus cet aspect secret-là. Enfin, c'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être je sais pas, peut-être pas une confusion, ou je sais pas. eh ben, si tu veux parler de ça, du coup, on va commencer par là, ouais. Mhm. On va dire le désir, est-il pathologique ou est-il sain? Faut savoir que pour René Girard, c'est pas une question. Pour moi, quand on lit René Girard, c'est une question réglée. Le désir est, est pathologique. C'est parce que c'est parce que dans l'expression que Girard emploie sur le désir, il dit il est mimétique. Ouais. Voilà. Et du coup, moi, je traite le désir comme une pathologie de la volonté. Oui. Le désir est la volonté malade. Et la volonté malade, c'est ça. Première phrase de la 5e partie. C'est-à-dire, il n'y a plus de, il y a plus moyen de. Et, et dire ça aujourd'hui, c'est un problème, parce que si tu dis ça, tu dis comment le désir, mais c'est le sens de ma vie. Sans le désir, la vie ne serait, Voilà. perdrait tout son intérêt. J'aurais plus besoin de. Et puis, de notre époque est très contradictoire, parce qu'on entend, d'une oreille, on entend ça, mais sans le désir, mais c'est chiant. C'est pour On va ça que ça. s'ennuyer à mourir. Oui. Qu'est-ce qui va donner du. C'est comme si tu mangeais du pain sans sel. C'est comme si tu. Voilà, il y a plus de. Tu peux plus mettre de sauce sur ta pizza. Et puis, d'un autre côté, la même époque dit, mais finalement, il faut méditer, hein, il faut faire du yoga, il faut faire de la méditation transcendantale, il faut se vider la tête, il faut laisser les passions nous traverser l'esprit sans essayer de les retenir. Et tout ça, c'est une manière de dire, le désir est souffrance, il faut se détacher. Il faut atteindre une forme de détachement, parce que le désir nous attache à la chair, nous attache au monde de l'illusion. Ça j'emploie la, la pensée En du gros, bouddhisme. ouais. Ouais. En gros, libérez-vous Et du donc, on a rejet. deux discours contradictoires. Un côté, c'est laisse tomber, détache-toi, euh, vis dans la pure conscience du présent et du moment présent. Et de l'autre côté, c'est ah, mais moi, je veux du sel dans mon pain. Et si le sel n'a plus de goût, ne sel plus, avec quoi le salera-t-on?
Et on veut du désir parce qu'on veut que la vie soit excitante. Est-ce qu'en fait, ce qui se joue là, c'est l'espoir? C'est-à-dire qu'en fait, accomplir ses désirs, c'est l'espoir, c'est notre espoir, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le paradoxe là-dedans, c'est qu'en se libérant du désir, vu qu'on mise tout dessus, on devient désespéré, puisqu'on a l'impression que c'est le désir et c'est l'accomplissement de nos désirs, la source de tous nos espoirs et le jeu qui envoie la chandelle. J'ai Voilà, c'est l'impression pour ça que c'est ça. qu'on est tenté par le discours bouddhiste de se dire, Oui. ah oui, effectivement, si j'avais plus d'espoir, j'aurais plus de souffrance. Forcément, parce que tant que j'ai pas réalisé mes desseins les plus profonds, mes désirs les plus profonds, eh ben, je suis malheureux. Alors là, laisse tomber, let it be. Et puis, comme tu dis, mais comment je vais renoncer à, à ce qui me fait me lever le matin, c'est-à-dire l'espoir de pouvoir parler à ce jeune garçon ou devenir Tom Cruise ou je sais pas quoi. Et donc, C'est à la télé. voilà. C'est comme si on renonçait en même temps du même coup au sens de la vie. Et c'est vrai que quand, dans le virus du désir, il va falloir s'habituer à l'idée que ben, pourquoi renoncer à la volonté avec le bouddhisme? Pourquoi renoncer à vouloir ce qu'on veut? C'est-à-dire à bien distinguer ce qui est de l'ordre de la volonté, l'amour. Aimer, to aim en anglais, ça veut dire aspirer à quelque chose, viser quelque chose. Oui. C'est avec une flèche. On vise une cible, on veut atteindre un but. Donc to aim, aimer. La charité, c'est la volonté théologale. La charité, c'est d'abord la volonté. C'est d'abord vouloir. Et donc, il y a quelque chose de profondément aimable, qui est de l'ordre de l'amour, en fait, qui est quelque chose de profondément positif dans la volonté. C'est vouloir la veste de Tom Cruise, en soi, c'est pas un problème. Mais Vouloir réaliser ses désirs les plus profonds et les plus secrets, mettre de la sauce piquante dans sa pizza pour relever le goût, tout ça, c'est bien, c'est de la volonté. C'est-à-dire qu'on voit dans le désir le côté volonté. Il ne s'agit pas de renoncer. Quand on dit que le désir est pathologique, on dit le désir, c'est la volonté malade. Donc, c'est la volonté qui a un problème. Et c'est-à-dire que pourquoi elle a un problème? Là, on va entrer dans le livre bouquin que tu es en train de lire. J'aimerais bien que tu le remontres aux gens, ce bouquin. Parce qu'à la limite, s'il faut commencer René Girard, on peut commencer avec ça, parce que là, du coup, on va être interpellé sur sa volonté. Sur la mensonge volonté, sur le romantique et désir. vérité romanesque. Voilà, c'est le Tu vois titre. bien? Mensonge et vérité. Hein? Mensonge et vérité. Il y a quand même l'opposition entre mensonge et vérité. Et il y a quelque chose qui est commun aux deux, au mensonge, et c'est le roman. Mais il y en a un, il est romantique, et l'autre, il est romanesque. Et alors ça, c'est la terminologie de Girard, il faut s'y habituer. Voilà. Parce que tous les philosophes ont un peu leur vocabulaire, tous les écrivains ont un peu et tous les gens qui parlent d'ailleurs, tous les gens, même toi. Même toi, tu commences tu as les petits mots que tu aimes bien, puis il y en a peut-être que d'autres que tu vas inventer, il y en a peut-être d'autres auxquels tu vas, à force d'insister dessus, tu vas finir par leur donner un sens, ton sens à toi, et on va dire, quand on reconnaîtra ce sens, on dira, ben, Audrey Rose a dit ça, et là, ça sera, tu vois, c'est quelque chose de très particulier. Ben, pour Girard, là, c'est un petit peu pareil, il dit, il y a le mensonge, il est romantique. Comme romantique, on connaît, hein, comme on dit un film romantique, oh, c'est romantique, c'est exactement dans ce sens-là qu'il faut le prendre, parce que René Girard est quelqu'un qui écrit très simplement, en fait. C'est simple, hein. C'est C'est romantique dans simple. ce sens-là. Comme quand il C'est parle du désir, d'ailleurs, hein, ça on parle bien de quelque chose qu'on connaît et qu'on c'est va simple reconnaître parce que quand on va lire le livre. c'est simple parce que il y a besoin que ce soit simple parce que ce qu'il dit c'est tellement profond que si non.
Oui, c'est ça. On va descendre au profond. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont profondes parce qu'elles sont souterraines. Mais c'est pas parce que la vérité est profonde, c'est parce que c'est nous qui sommes souterrains. Quand il a écrit un livre qui s'appelle donc justement, qui est très peu connu, et celui-là peut-être que même les Girardiens ne le connaissent pas, c'est Critique dans un souterrain, et là, on vit dans un souterrain. Et tout ce qu'on a à apprendre de nous est quelque chose qui nécessite qu'on descende sous terre. Parce que si on veut l'apprendre, il faut qu'on ose le dire et se le dire. Non pas qu'on ne le sache pas. Tout le monde le sait très bien. Tout ce dont il va parler, tout ce qu'il parle dans son livre, tout le monde le sait très bien. Mais les autres n'en parlent pas. Et comment en parler si les autres n'en parlent pas? Comment moi je ne mettrais pas le masque si tout le monde met un masque? C'est ça le problème. La plupart des gens ont mis un masque parce que tout le monde mettait un masque. Il y avait 20% de gens qui étaient vraiment terrorisés à l'idée de ne pas mettre un masque. Mais 80% des gens soit mettaient un masque parce qu'il y avait la police, soit mettaient... La majorité des gens, c'est même pas parce qu'il y avait la police. C'est parce qu'ils avaient peur, en fait, que dans la petite majorité qui était terrorisée, on leur dise eh, vous mettez le masque et qu'ils se fassent remarquer. C'est-à-dire, c'est exactement le phénomène avec le souterrain. C'est profond parce que il faut aller assumer des choses. C'est comme quand on est dans un supermarché avec cette vérité-là, qu'il s'agit de se confronter dans le souterrain. C'est comme si, pour tenir à cette vérité dont nous parle René Girard et l'assumer, c'est comme si on était dans un supermarché sans masque, à l'époque où tout le monde met un masque. C'est-à-dire que, On s'attend à tout moment à être interpellé. mais oui, parce on a un besoin d'imiter, parce que c'est comme on est des êtres qui imitent, là, ne pas imiter, ça devenait... Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas très bien, qu'on ne connaît pas très bien la vérité. Et ça ne veut pas dire que c'est pas simple. C'est uniquement difficile et c'est uniquement profond parce que c'est souterrain et parce que on a peur d'assumer cette vérité qu'on connaît très bien. Et René Girard, c'est quelqu'un qui prend le risque lui-même de se balader sans masque dans un supermarché à l'époque du confinement et à l'époque de la pandémie. Oui. Parce qu'il parle de lui. Il sait très bien qu'on va lui dire ouais, mais là, ce dont tu parles, euh, cet homme-là, obsédé par ses désirs, c'est que toi. Mais moi, je suis normal. Tu vois? Parce que moi, je suis au-delà de ça. Et en fait, il parle aussi de. Il parle aussi de Dostoïevski. Et Dostoïevski, c'est vraiment le gars qui a osé étaler sa folie euh, Oui, oui, dans ses romans. dans ses romans. En effet. Ouais, c'est vrai. Mais il avait des prédécesseurs en Russie, parce que les Russes sont spécialistes. Il y avait déjà Gogol, qui avait fait un grand pas. Il y avait Pouchkine aussi, qui avait bien. Pouchkine, en russe, ça veut dire le canon. Il avait déjà lancé un gros boulet, Pouchkine. Mais et tu sais que juste, je peux te raconter une anecdote, parce qu'on a le temps en fait. On peut faire 3 vidéos sur le désir, parce que c'est vraiment central. Donc on peut faire une petite anecdote. Tu peux faire une petite anecdote? Tu peux. C'est Pouchkine, certains Russes pensent que en fait c'est Alexandre Dumas. Il y a... Ouais, il lui en arrive des choses à cet Alexandre-là. Mais c'est qui Alexandre Dumas, du coup, tu peux dire? Bah, c'est les mousquetaires, 3 mousquetaires. C'est aussi le comte de Monte Cristo. Alors, Monte Cristo, par exemple, Ah, d'accord. il s'appelle le Dantec, je crois, un truc comme ça. Et le gars avec qui il s'est battu en duel, Pouchkine, à la fin de sa vie, et qui l'a tué, qui a tué Pouchkine, il s'appelait le Dantec. C'était son rival, son double mimétique. Et en fait, les Russes disent il n'est pas mort. En fait, parce que en fait, Pouchkine, il parlait mieux français que moi. Si tu veux, tu vois, là, je parle bien français quand même. Eh ben, il parlait mieux. Pouchkine, tu le lis en français.
c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il a vraiment réussi Ouais, à c'est pas un penser. toit, c'est quelqu'un qui aurait pu écrire les œuvres d'Alexandre Dumas. Voilà. Il était métis, comme Alexandre Dumas, parce qu'il descendait d'un. Il avait été adopté par Pierre le Grand, le premier, le fondateur de Saint-Pétersbourg. Alors, quand tu dis Saint-Pétersbourg en Russie, tu dis la culture, la littérature russe, quoi. Je veux dire, tous les personnages souterrains de Dostoïevski et de Gogol errent à Saint-Pétersbourg. Hein. Et Mais du coup, c'est la Venise du Nord, c'est une île qui a été construite sur l'eau, complètement abstraite. Et, mais du coup, et- c'est quoi le lien avec le désir? Enfin, oh, rien, rien. Je voulais simplement dire que je voulais simplement parler de. Il y a deux grands auteurs qui ont compté, qui comptent beaucoup pour René Girard et chez qui il a été tiré, il a été puisé ses enseignements sur le désir, qui considère comme voilà. Pour Dostoïevski, c'est beaucoup plus que le désir, ça va beaucoup plus loin. Mais disons que chez lequel il a été, c'est Dostoïevski. ouais. Et c'est. Alors, tu vois, on voit sa tête là, je pense. Ah, mais tu me vois, mais en fait, je peux faire comme ça, non? Tu vois là, comme ça. Tu le vois Ouais, bien? ouais, et puis ouais, on voit bien, on peut lire et tout. On voit bien sa tête à Dostoïevski. Et, Alors, et, ouais. et c'est Shakespeare, Hmm. A Theatre of Envy. C'est un livre que Girard a écrit à la base en anglais, hein, et puis ensuite qui a été traduit. Mais là, celui-là, il l'a écrit directement en anglais. Et l'avantage avec celui-là, c'est que ça fait partie de ses premiers écrits. On voit déjà que, on voit déjà que c'était, là, on voit des choses, on voit déjà des choses, la profondeur de ses écrits, alors qu'il a 40 ans, Girard. Et celui-là, il l'écrit 40 ans plus tard. Enfin, il est publié 40 ans plus tard. Enfin, je crois, ouais. Faut que je regarde. C'est Shakespeare et René Girard. Non, 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 pardon, 91. Ah, ça fait rien, ça fait quand même presque 30 ans plus tard. Il y a 30 ans d'écart entre ces deux-là, entre ces deux livres. Mais si tu veux, Shakespeare et. Alors, Shakespeare, il y aura beaucoup de choses à dire par rapport à. Bah, c'est très en lien Par avec rapport à la ce gnose, livre-là. notamment. T'as dit quoi? Quand on reparlera de la gnose. Quand Hmm. on reparlera, en fait, de l'écrivain qui s'adresse à deux publics. Il s'adresse à un public qui veut entendre et un public qui va comprendre quelque chose. Un public qui va rester sur le plan. Pour Girard, Shakespeare, c'est une bête de scène. Parce que, si tu veux, c'est l'auteur par excellence. Parce il est complètement mythique. Hein. On se demande un peu, c'est un peu comme Molière. Bon, il devait avoir des idées, puis il faisait sous-traiter. On se demande si c'est même lui qui a écrit ces textes. Ça devait être une usine à textes, Shakespeare. Et il avait il a deux niveaux d'expression. Et si tu veux, si tu es romantique et que tu veux te contenter voilà, du récit romantique, eh ben, tu auras ton récit romantique. Oh, je suis malheureux, on me frappe, c'est injuste, pauvre Madame Bovary, etc. Mais si tu veux aller plus loin, tu as un deuxième niveau de lecture. Et là, c'est merveilleux parce qu'il dit, Shakespeare, c'est le maître de ça. Parce Ça, que je peux. là, on voit bien que si tu, si tu vas voir, et Shakespeare, c'est quelqu'un qui avait du public, quoi. Il y avait du monde qui venait, tu vois. C'est-à-dire qu'il fallait à la fois avoir, si tu veux, tu as le concert de jazz où tu as 15 000 notes et tu as 3 personnes, et tu as le concert de rock où tu as 3 notes et tu as 15 000 personnes. Et ben Shakespeare, il arrivait à faire les deux en même temps. Hein. D'accord. C'est brillant. Et je C'était me donc, souviens, voilà. Donc c'était Shakespeare. j'y vais de ma petite anecdote à ce Ah, vas-y, sujet. super. Pour illustrer ce que tu viens de dire, c'est que j'ai souvenir que quand tu l'as lu, c'était l'été dernier, tu as lu Shakespeare en anglais et t'étais ébahi, t'étais émerveillé devant justement cette double lecture qui Mm. du coup tu te plonges dedans et quand Oui, tu oui, vois oui. les deux à C'était côté, Roméo et Juliette.
Roméo et Juliette, t'avais lu Voilà, Roméo et Juliette. c'est à la lecture, pauvre Juliette, pauvre Roméo. Et puis quand tu creuses un peu, tu t'aperçois qu'il cherche la merde, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Hein. Que l'histoire du mur qui les sépare, des familles, tout ça, c'est pas vrai. C'est même pas vrai que Roméo, il est rejeté par la famille Et en fait, de Juliette. ça me C'est fait que non penser seulement il n'est pas rejeté, mais il est accueilli les bras ouverts. ça me fait penser à quelque chose. En fait, T'as les voir. deux lectures. Mais oui, mais attends, dis-moi un truc. Est-ce que justement refuser de voir la version romanesque et rester dans le romantique, en fait, c'est se mentir sur soi-même? Parce qu'en Ah fait, ben, parce que là, du coup, en fait, là, du coup, on ça a à voir rentre dans le sujet. On rentre dans le sujet, mais ça me gêne. Tu sais pourquoi ça me gêne? Parce qu'on rentre dans le sujet. On rentre dans le sujet entre la différence entre une œuvre romantique et une œuvre romanesque, entre le romantique et le romanesque, entre le mensonge et la vérité, et dans la littérature y compris. Et en fait, on ne sait toujours pas ce que c'est que le désir. On n'a toujours pas. On est toujours. On est parti de l'interrogation. Rappelle-toi, pathologie. Moi, je veux bien qu'on y aille. On peut y aller. Tu peux reformuler ta question d'ailleurs. Repose-la ta question pour voir. C'est juste que ça dans me ce cas. gênait. Ça m'a juste. Je me suis dit, ah ben non, mais là, c'est la prochaine étape. Alors, donc, du coup. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Mais parce que c'est la prochaine étape, ça. Parce qu'on y va après ça. Et en fait, c'est embêtant parce que c'est moi qui t'ai conduit là. Donc, vas-y, repose-la. Non, il faut que tu la dises ta question. Du coup, Vas-y, vas-y, pose-la, pose-la. la difficulté de voir la question, la version romanesque des choses, ça vient, à mon avis, le fait que ça plaît tant de se contenter de la version romantique lorsque on regarde un film comme ça avec double version quand on lit Shakespeare, en fait, ça vient du fait que du coup on se ment sur notre propre, on se ment sur Oui, nous-mêmes et sur nos oui. propres rapports. Et là, ça va nous remener en arrière sur nos propres rapports avec le désir et nos propres désirs et notre propre manière de vivre nos désirs. Et donc là, on revient à la pathologie, c'est-à-dire Pour qu'en fait, revenir à l'image du confinement et des masques, oui. Mais attends, on peut dire dans un premier temps, comme ça on répond à ta question dans un premier temps avec une métaphore. On revient à l'idée des masques. Voilà. Ben, on veut, si tu veux, lire le compte-rendu du journal demain. On veut lire le compte-rendu romantique. Celui qui va nous dire, j'ai mis mon masque parce qu'il y avait un virus. Ça, c'est le mensonge romantique. C'est-à-dire, c'est une image. Hein, c'est une image. J'ai pas mis mon masque parce que j'avais juste les jetons de me faire remarquer et que quelqu'un me dise ah, mais mets ton masque. Tu vois, j'ai pas mis mon masque parce que je suis juste un singe qui imite les autres. Non, j'ai mis mon masque parce qu'il y a un virus et parce qu'il faut mettre et parce qu'il faut mettre le masque parce que c'est comme ça, parce que c'est la loi. Et c'est pour en prendre un peu l'image, c'est-à-dire que oui, ben, évidemment, la plupart des 99% des productions cinématographiques encore aujourd'hui sont profondément romantiques. Ça serait bien d'ailleurs d'en sélectionner une pour la première fois. Ça serait bien la prochaine fois, puisque là, je pense qu'on n'aura pas le temps d'épuiser le sujet. Je pense que le passage entre le romanesque et le romantique, on pourrait le faire la prochaine fois dans un troisième temps. Je ne sais pas ce que tu en penses sur examiner un film très connu aujourd'hui et en quoi il est romantique. ok, ouais, Et en quoi il est romantique, mais il n'est pas romanesque. Parce que c'est pas donné à toutes les œuvres d'être romanesque. Comme pour René Girard, même, c'est clair. Les grandes œuvres, c'est-à-dire ceux qui relèvent de l'écriture, c'est-à-dire ceux qui ont une continuité depuis que l'homme écrit, et qui fait que cette continuité, elle a un sens parce qu'il y a un critère, c'est le romanesque. C'est ce qui relève de la vérité, concernant notre vérité, concernant le souterrain, concernant notre nature profonde, et concernant ce qui nous est révélé. Donc, ouais. Donc là, c'était pour revenir à ta question. Et puis alors maintenant que j'ai répondu à ta question, je peux te dire, et le désir mimétique là-dedans, qu'est-ce que c'est on en a parlé déjà du mimétique, puisque quand on a parlé du supermarché, où, si tu veux, 10%, même 2% avaient peur. oui, c'est-à-dire qu'il était vraiment extrémiste. Enfin, 4% étaient contre, mais n'osaient pas. Et 60%
c'est juste parce que tout le monde portait le masque. Puis il y a une difficulté qui s'insinue, c'est-à-dire qu'il y a aussi une J'ai partie pas entendu le début de ce que tu as dit. il y a une difficulté qui se met en plus de ça. Non seulement, et en fait, les autres mettent le masque non pas pour se protéger du virus, la majorité met pas le masque pour se protéger du virus, mais pour se protéger de l'hystérique qui met vraiment le masque pour le virus. Ouais. Ouais. Mais dans cette partie-là de la majorité, il y a aussi ce fait que, du coup, vu qu'on a tout de suite été dans l'imitation, tu te mens à toi-même, tu refuses d'accepter que tu es contre. C'est-à-dire que Voilà. c'est comme l'histoire, tu sais qu'il y en a Voilà. 40 qui disent Et que demain ça, tu c'est veux voir pas. le film. Et demain tu veux voir le film qui te raconte, qui te met dans la bonne situation de celui qui a mis le masque parce qu'il avait des bonnes raisons, autre que mimétique. C'est ça. C'est ça que tu veux voir et c'est ça que tu vas acheter. C'est Et ce j'ai une idée. livre-là que tu vas acheter. C'est ce livre-là que l'éditeur va te vendre et il sait qu'il va te vendre. Bon, c'est bien parce qu'on a trouvé, c'est qu'une métaphore, hein, c'est qu'une métaphore pour illustrer le pourquoi les grandes œuvres romantiques, c'est-à-dire qui relèvent du mensonge, sont toujours des œuvres qui marchent. J'ai une idée. Titanic. Ouais. Viens, on fait Titanic. Le Titanic. Titanic. J'ai pensé aussi au Titanic. Tout à l'heure, quand je t'ai dit le film, je t'ai pensé au Titanic. Ouais, La prochaine fois, dans la troisième partie, on va continuer d'explorer ce premier moment-là, le désir, parce que je te rappelle qu'on est sur faire le lien entre un type qui se fait crucifier et un grand prêtre qui dit il faut le crucifier. Bah, il dit pas ça, Caïphe. Il dit un homme meurt et Jérusalem est sauvée. Voilà. Entre le désir et entre le virus, entre ces trois choses-là. Cette crucifixion, Jésus, le virus, le désir. Et là, on est en train de regarder le désir et on se dit, ah ben, il y a Girard qui nous parle du désir, il commence avec ça. Hein. Il commence avec ça. Ça a été son premier grand thème, en fait, le désir, son premier grand livre. Et il appelle ça le mensonge romantique, vérité romanesque. Et du coup, on peut, on voit bien que la plupart des livres qui marchent, que les éditeurs savent qu'ils vont vendre, ou des films qui vont avoir du succès, eh ben c'est les films romantiques, c'est-à-dire ceux qui sont du côté du mensonge. Et la prochaine fois, on va regarder un film qui a bien marché, justement, le Titanic. On en parlera la prochaine fois. On peut le consacrer Je vais le regarder, moi, cette semaine. Je vais dire tout ce que je peux en dire. Et on discutera sous le rapport de cette opposition entre le romantique et le romanesque, entre le mensonge et la vérité. On fera ça dans la prochaine vidéo, dimanche prochain. Parce que tu sais que maintenant, on tire une vidéo tous les dimanches. Le dimanche. Mais... Voilà, pour fidéliser le public. Qui ne pourra plus se passer de nous. Mais on fait pas ça à l'heure de la messe, hein, parce qu'on remplace pas la messe. Voilà. Je dis ça comme ça. Ah oui, après la messe. Ah, automatique. Donc ça sera forcément le dimanche après-midi. Voilà. Ou alors dimanche, on essaiera que la vidéo sorte le lundi ou le mardi. Voilà. Mais voilà, donc désolé si peut-être qu'on prolonge un peu sur le désir et c'est vrai que le lien avec ton bouquin est pas évident à faire tout de suite. Non, je pense il va falloir mettre plusieurs parce que avec le désir, on est sur vraiment le gros morceau, quoi. Le gros truc, c'est qu'on vit dans une espèce à la fois une société qui fait l'apologie du désir, une société où tout le monde comprend ce que c'est que le désir, où le désir est complètement libéré, et qu'est-ce que ça peut avoir, quel rapport il peut y avoir avec Jésus? On ne voit pas du tout, et encore moins avec le virus. Et en même temps, je suis sûr qu'au fond, nous, on le sait. Quand il y a malaise dans la civilisation, comme disait Freud, qui est un penseur du désir, hein, eh ben, il y a un truc, quand il y a changement climatique, ou dans les grandes métaphores littéraires du temps qui se dérègle,
The time is out of joint. Dans les grandes crises décrites dans les pièces de Shakespeare, the time is out of joint. Le temps est déjointé. Le climat change. Et tu le dis dans ton livre, la température le changement climatique. Ah ouais. Et on n'arrive pas à faire le lien, parce que dans la mythologie, c'est toujours plus ou moins la nature qui se dérègle, et on ne sait pas très bien si c'est la nature qui se dérègle ou si c'est la civilisation qui se dérègle. Et là, on vit un temps un peu comme ça. On dit, bah non, on voit bien qu'il n'y a rien qui change. Il y a toujours 4 saisons, il y a toujours des sécheresses mouillées, tu vois. Mais c'est ça, justement, il y a on arrive à voir que finalement, même quand il pleut, il fait sec, tu vois. C'est qu'on vit vraiment le type de temps qui est décrit, par exemple, dans une grande pièce comme Le songe d'une nuit d'été. Tu vois, c'est une ambiance comme ça. En arrière-fond, on sent que vaguement, il y a des dérèglements climatiques. On croit que c'est nouveau, mais on croit qu'on est en train de vivre un truc exceptionnel. On vit une crise sociale, et dans les perceptions, il y a aussi quelque chose qui relève du dérèglement naturel. Voilà. Et c'est arrivé plein de fois à l'humanité. Il faut se rassurer. Et en plus, ce qui est arrivé plein de fois et à tout le monde, c'est que les gens sont morts à la fin. Comme dirait Jim Morrison, personne ne sortira d'ici vivant. C'est-à-dire que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, en fait, c'est juste normal. Oui. C'est-à-dire qu'il faut... Oui, tranquille, c'est pas grave. Hein. Que c'est ce que tu fais, je veux dire, c'est quand même mieux de mourir du déluge que de mourir dans son lit, quand même. C'est une plus grande chose. Mais le plus gros danger. Du Titanic, justement. Tu vois, quand même, la classe. Ça dépend. Ça dépend. Oui, je veux dire, c'est pareil. De toute façon, je veux dire, du point de vue de la seule chose qui compte, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose après la vie, après la mort, ou qu'est-ce qu'il y a quelque chose avant? Il n'y a rien qui change, quoi, je veux dire. Que tu meurs du cancer ou que tu meurs sur le Titanic. Oui, absolument. Oui, tu as vécu peut-être 3 ans, toi, t'es pas mort au milieu de l'océan, tu as atteint New York, tu as vécu 5 ans plus, à la vitesse où vont les ans, les années. C'est pas ça qui est important, tu vois. Tu sens bien que le problème, le fond de l'existence et ce qu'il y a de génial dans la vie, c'est pas ça. Dans ta vie. Enfin, moi, je me mets à prêcher. Hein. Ah, c'est un prêche. Ben, on consacrera la dernière partie de tous nos épisodes au prêche. Ça, je me transforme. Mais ton livre pourrait ressembler drôlement. Oui, ça pourrait ressembler, oui. Ça pourrait ressembler, effectivement. Et donc, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Oui. On était parti de... Ouais, voilà. En fait, tu as dit, ouais, dans ton livre, tu décris le désir comme une... Non, attends, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que tu donnes les raisons dans ton livre qui rendent difficile d'admettre que le désir est la volonté malade. Non, enfin, après, tu l'expliques aussi, mais en premier temps, c'est ce que tu fais. Ça, Qu'est-ce que tu peux répéter? J'ai pas compris. Tu donnes les raisons qui rendent difficile d'admettre que le désir est la volonté malade. Ah, et c'est quoi ces raisons? Alors, la première, c'est que techniquement, on entre dans la rébellion du diable, on est entraîné par le diable dans sa rébellion. Ah oui, le lien entre le désir et la rébellion. Et c'est le lien entre le désir et la transgression. Mm-hmm. Il y a derrière le désir une mystique de la transgression. C'est-à-dire la transgression, finalement, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ouais. C'est comme ça c'est ça qui nous fait vibrer, en fait. Donc de la rébellion contre l'ordre établi, etc. Moi, j'aimerais bien quand même que... Parce que, en fait, dans le virus du désir, si je dis que c'est la volonté malade, c'est parce que c'est Girard qui le dit aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il ne montre que des situations où il voit des gens en souffrance et qui ne parviennent à atteindre, et qui ne parviennent
à se libérer de cette souffrance que dans la conversion. Pour Girard, c'est pas immédiatement évident que c'est une conversion religieuse. Hein. Parce que il y a des livres, par exemple, il y a un livre qui s'appelle La conversion de l'art. C'est un autre livre de Girard. Et il dit, il parle de la conversion de l'art, il ne parle pas de la conversion religieuse. Bien qu'après, il va dire que c'est pareil. Il va dire la conversion de l'artiste, en fait, c'est la conversion de... Et que elle est religieuse, en fait. Mais si le désir est pathologique, c'est parce que, bon, alors évidemment, voilà, la volonté est malade. Et si la volonté est malade, c'est parce que le désir est... Il est connu pour ça, Girard. On dit toujours, ah ben Girard, le bouc émissaire et le désir Mimétique. mimétique. Mais Voilà. oui. Mais du coup, c'est bien de le comprendre ça, mais c'est bien de te comprendre, enfin que ceux qui nous écoutent, ils comprennent que c'est difficile de l'admettre. Et c'est ça le plus difficile. D'en faire l'expérience, enfin de remonter dans son, de l'admettre quoi. Parce que si on l'admet pas, on le comprendra jamais. Si on rend pas ça, on lui donne pas le crédit à ce fait-là. Si on lui donne pas son crédit, ça, on comprend jamais. Ah, je crois, tu dis admettre. Je crois que ce qui est difficile quand tu lis bien Girard, même ce texte, tu continues de le lire et dis-moi ce que tu penses de ce que je vais te dire là. En réalité, ce qui est difficile d'admettre, c'est pas que le désir soit mimétique, c'est que dire que le désir est mimétique, c'est dire que sur ce qui nous concerne le plus, sur ce qu'on aspire, sur ce qui nous interpelle le plus au fond de notre être, en ce qui concerne nos aspirations les plus humaines. Tu vois, je ne te parle même pas de nos aspirations basiques, celui de nous reproduire, comme qu'on a en commun avec les plantes vertes. Tu vois. Procréer. On pourrait dire procréer plutôt que Et reproduire. je ne te parle pas non plus de nos aspirations animales, celui d'avoir de la jouissance, y compris sexuelle, ou en mangeant, ou simplement en n'ayant pas froid. Non. Du point de vue de nos désirs les plus profonds, c'est-à-dire celui d'être des dieux, d'être divin, Mais c'est ça la tentation. d'atteindre ce qu'on sent dès qu'on est en méditation. C'est-à-dire en fait, on peut se détacher de tout pour être une pure présence dans le cosmos. Du point de vue de cette aspiration-là, Donc la tentation du diable, c'est ce que j'ai dit. La pourquoi la rébellion. tentation du diable? Bah, c'est le diable qui nous dit vous serez comme des dieux, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est pour ça que je dis que ça nous rend difficile de l'admettre. Tu sais, je voulais pas t'interrompre, mais c'est juste pour. Ouais, mais tu sais, c'est pas mieux le christianisme. Il nous dit vous serez fils de Dieu. Hein. Et vous êtes à l'image de Dieu. Hein. Vous êtes. Ouais, Attention, hein. oui, mais Il y a le diable. Il nous pousse. En fait, il nous. Alors, attention, on parle du diable. On ne sait pas encore si le type il existe, s'il a une queue, s'il a des oreilles, tout ça. Si c'est un être concret, si c'est un ectoplasme qui s'incarne. On ne sait pas ce que c'est que le diable. On sait qu'il a tenté. Il tente. C'est le tentateur. On dit que c'est le séducteur aussi. On dit que c'est le mensonge. On dit que, voilà. Mais quand tu dis ça, tu dis, le diable, il nous tente, c'est en fait, il ne nous savonne pas la planche. Il nous savonne la planche. C'est-à-dire qu'en fait, il sait que la planche est penchée, qu'on est assis sur la planche et que s'il met de l'eau et du savon, on va glisser. Mais sur quoi il nous tente? Il nous tente sur notre capacité à être à l'image de Dieu. Ça ne peut pas dire qu'on n'a pas la capacité d'être à l'image de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une tentation là. Et lui, il dit, et dans la Bible, il ajoute, il dit, ouais, il dit pas simplement, ouais, vous allez être, vous serez comme des dieux. Il dit en fait, il dit aussi, ouais, mais lui, là, Dieu, euh,
En fait, il est jaloux. Oui, En il fait, est jaloux. c'est un rival. Oui. En fait, il fait exprès de te... Il veut pas que tu te libères, parce que si tu te libères, tu vas devenir comme lui. En fait c'est pour te... En fait, c'est un peu comme si on accusait l'Église de vouloir te dire reste vertueuse, obéis, obéis. C'est quoi l'Église dit obéir à Quintus, le président Quintus. Tu connais le président Quintus. Tout le monde le connaît, le président Quintus. C'est difficile quand même tu vois, pour beaucoup de gens, ça c'est un problème d'obéir au président Quintus. Ben, l'Église te dit obéis-lui. Tu vois, ouais, mais l'Église, elle te dit de lui obéir, c'est pour que tu sois soumis. Et le diable, donc, il te pousse à la désobéissance. Et je me demande s'il te pousse à être à l'image de Dieu. C'est pas comme s'il voulait, comme si la tentation d'être Dieu, c'était chez lui la tentation de t'en détourner. Et qu'il y aurait vraiment dans le catholicisme dire ta divinité, tu vas la trouver dans Dieu, dans ton union à Dieu, dans la communion. Alors c'est compliqué, tu vois, parce que on est ici dans les stratégies de communication du diable, qui est un grand communicateur, parce que c'est un manipulateur. Donc il s'en fout de la vérité. Le principal, c'est qu'il te vende du dentifrice. Oui. Donc je retiens ton objection. Hein. Attention. Tu me dis, ouais, mais c'est le diable, ça, fais gaffe. Je dis, ça dépend. Il créa l'homme, l'humain, parce qu'en fait c'est l'humain, il créa les hommes et les femmes, en fait, à l'image de Dieu. C'est après qu'il a différencié Adam et Ève. Et... Mais non, mais tu vois, et alors, on parlait d'admettre aussi, d'admettre. Et moi, je t'ai dit, mais admettre le désir, et tu disais admettre, tu parlais du désir, et moi, je te disais admettre, il vaut mieux parler admettre, il veut mieux parler du mimétisme, et il vaut mieux parler du mimétisme en ce qui concerne pas notre mimétisme végétal, c'est-à-dire on est des plantes, on a envie de se reproduire, par mimétisme on se reproduit, c'est-à-dire une plante fait une autre plante, fait une autre plante. Ou Imitation. alors on est des animaux, et le chaton imite sa mère, il la voit en train de choper un oiseau, il va choper l'oiseau. Et là, ça c'est aussi du mimétisme, tu vois. Mais et nous, on voit quelqu'un être Dieu et on veut être Dieu. C'est-à-dire, on voit quelqu'un qui regarde vers Dieu et on se met à regarder vers Dieu. Alors ça c'est la. Ça, c'est un mimétisme de 3e degré. C'était pas le mimétisme des plantes, Non, c'est c'est pas dans le l'esprit. mimétisme animal, c'est pas le mimétisme de la matière, c'est pas le mimétisme de l'anima, de la psychologie, de celui des gestes, celui du comportement. Parce que la psychologie, ça regarde le comportement. Eh bien, c'est le mimétisme de l'esprit. Tu vois les 3 niveaux, j'avais différencié. Je m'étais dit, là j'ai l'impression de m'écarter de René Girard. Mais je dois le dire. Parce que parce qu'il faut faire la différence. C'est la Il faut perte de temps. savoir, pour parler du désir, il faut savoir le pourquoi il y a un problème avec admettre. Tu as dit admettre. On a du mal à admettre. Il faut comprendre que c'est... J'ai peur que si tu... Excuse-moi. J'ai peur que si tu dis ça, comme ça, les gens ne comprennent pas exactement à quel point c'est concret et qu'on a tous porté le masque et qu'on le porte encore et que s'il fallait le reporter, on le reporterait. C'est extrêmement concret et c'était extrêmement dur à admettre. C'est aussi dur à admettre que c'était dur de poser le masque. Et pour le comprendre, il fallait comprendre d'abord, quand il parle de désir mimétique, en quoi le désir est un problème. Le désir porte sur notre vie dans l'esprit. Évidemment, le désir, il est branché sur notre vie psychologique. On a envie d'avoir des comportements sexuels, alimentaires. C'est lié au biologique. Il le dit, Girard. Il le dit d'emblée. Dans Des choses cachées depuis la fondation du monde,
Dans Des choses cachées depuis la fondation du monde, un autre texte, dans la partie qui concerne la psychologie et où définit le désir, il pose directement, là, il parle, il parle de manière beaucoup plus théorique sur le désir mimétique. Il parle pas, il a une autre approche que dans son premier texte, là, Mensonge romantique et vérité romanesque. Là, il dit, le désir, c'est clair, c'est du biologique, on ne peut pas le dissocier. Et ça va même plus loin. Le désir, il touche à nos parties profondes, génétiques, végétales. C'est-à-dire notre besoin de nous produire tout simplement, comme une plante, comme une espèce. Mais ces deux niveaux sont liés à un troisième niveau qui est spirituel. C'est-à-dire qui Notre concerne vie spirituelle. l'intelligence, la vie dans l'intelligible. Et cet intelligible-là, c'est ce qu'il appelle, lui, la mimésis. Il dit pas pourquoi tu t'appelles pas ça tout simplement l'imitation? Par l'imitation des arbres, l'imitation des chats, l'imitation du père pour son fils qui le voit fumer, alors il allume une clope. Pourquoi t'appelles pas ça l'imitation? Non, non, il dit, moi je vais appeler ça la mimésis. C'est rare chez Girard qui sortent du vocabulaire simple, tu vois, comme par exemple romantique. C'est rare. Mais là, il le fait parce qu'il dit, non, non, mais là, je veux bien comprendre que dans la mimésis, on est dans un monde. Un monde qui est la nature même. Tu vois, comme le comportement, c'est dans l'espace. C'est le milieu, tu vois, ça se passe dans l'espace. Oui. La reproduction, ça se passe dans la généalogie, dans la génétique. Tu vois, c'est un... Et la vie spirituelle, ça se passe dans la mimésis. C'est-à-dire que là, on est des purs simulateurs. Tu te rends compte un peu, tu te rends pas compte un peu comme à quel point le diable n'est pas loin. Tu vois pourquoi? Tu vois, tu le sens, hein, il n'est pas loin. Quand on dit on est des purs simulateurs, il n'est pas loin le diable. Et parce que c'est cette puissance qu'on a Et donc quand il dit désir mimétique, il dit attention parce que nous, notre volonté, elle n'est pas seulement celle des plantes, c'est-à-dire aspirer à une forme de propagation dans l'espace. Hein, Ça veut surtout dire qu'elle n'est pas. par imitation du même, tu vois, comme une ondulation physique, comme le rythme, comme l'onde, comme l'ondulation, comme le magnétisme, l'électromagnétisme. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de les vibrations, il faut vibrer avec l'univers. En fait, c'est ça qu'on dit. On comprend que dans la métaphore de la vibration physique, il y a une métaphore de la mimésis. Et voilà de quoi on parle quand on parle de désir mimétique. On aspire, on se propage, on se comporte et on connaît dans quelque chose qui est un simulateur pur, l'esprit. Un monde de la simulation pure, de la connaissance. Parce que la connaissance est une simulation. C'est quoi une représentation? Bon, faut que tu expliques ça, parce que si tu balances ça 5 minutes avant la fin. Ah, super. Super. 5 minutes avant la fin, la connaissance, C'est une simulation. Oui, voilà. Je t'ai simulé, je t'ai connu. Je t'ai connu dans l'invisible. C'est ce que fait le chat qui pète. Comment? Le chat qui pète. Mais Gepetto, le chat. Ah mec, j'ai pas la rêve quoi, j'y vais pas quoi. Il n'y aura pas de mots-clés. Hein, je vais dire que c'est l'homme qui a inventé les algorithmes. C'est pas l'algorithme qui a inventé l'homme. Alors donc du coup, le chat qui pète, c'est un simulateur pur. Il arrive à calculer, il arrive à simuler à partir d'un grand nombre de données, parce qu'il y a des grosses machines derrière et beaucoup de ventilateurs. Une forme. Il peut te simuler, tu lui entres des critères et il te simule ce que tu veux. Il te simule une œuvre du Caravage. Par exemple, il dit dessine-moi mon ventilateur à la manière de Caravage. Alors donc, il va te le faire.
Même s'il n'y avait pas de ventilateur à son époque. Parce Mais qu'il donc, peut c'est sûr. simuler, il peut simuler le ventilateur et les œuvres des peintres italiens. Mais t'es sûr de l'affirmation, la connaissance est une simulation et tu dirais pas plutôt l'inverse. La simulation est connaissance. Ouais, mais c'est comme si tu disais si A égale B, B égale A. C'est une formule d'identité. Oui, oui. Enfin, pour moi, hein. Non, mais oui. Ouais, c'est une bonne question, hein, je te remercie. C'était bien de l'avoir posée, mais attention, il faut faire attention à un moment donné, comprendre que quand on est dans quelque chose qui prétend être la connaissance, qui prouve que l'homme n'a pas été créé par Dieu, puisque la preuve, il y a le chat qui pète, moi je te dis, bah, regarde ce que c'est que le chat qui pète. C'est un simulateur géant, avec beaucoup de ventilateurs et de trucs qui permettent d'emmagasiner, de traiter rapidement à- mais à une vitesse qui là, pour le coup, est machinique. C'est vous dire, ouais, mais tu te rends compte, ben, tu te rends compte qu'une grue, ça arrive à soulever des tonnes, alors qu'un homme ne peut pas le faire. Mais en termes de traitement d'information, c'est un peu ce que peut faire le Chuckipet, quoi. Mais, 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 mais c'est jamais que de la simulation, c'est une machine à simuler. C'est-à-dire qu'il a fallu d'abord le Caravage, il a fallu d'abord que Dieu créa l'homme. Et toi-même, toi-même, tu l'as Voilà. appelé le mimétron. Comment? L'intelligence artificielle, c'est pas toi qui l'as appelé le Oui, mimétron. alors dans la suite dans la suite que je vais donner au virus du désir, tome 2, je vais faire un tome 2, ça va toujours s'appeler le virus du désir, mais ça va être le tome 2. Ça va s'appeler l'expérience planétaire. Et là, j'appelle ça le grand singe numérique surdimensionné, dit le mimétron. Mimétron, parce que c'est vraiment un truc qui caricature la faculté mimétique. Et donc, quand on dit ce qui est problématique dans le désir, c'est que le désir, c'est la volonté qui est devenue malade parce qu'il y a un problème avec cette puissance mimétique qu'on a. Et là, on commence à entrer dans le sujet. Il y a une déviation. Ouais, on commence à entrer dans le sujet. Ben, moi, toi, tu parles de déviation. Alors c'est intéressant, la déviation, parce que Je dirais transcendance déviée. effectivement, il y a une déviation. Effectivement, il y a une déviation. Je dirais même ouais, transcendance déviée. Parce que, au final, cette puissance qu'on a d'imiter, quand elle relève de l'esprit, eh ben, elle vient, elle est verticale. Elle est verticale au sens où elle est perpendiculaire à l'horizontale, hein. Pas au sens où ouais, c'est mieux ni rien. Et elle est verticale, et effectivement, elle est déviée. Elle est déviée, c'est-à-dire que le désir, c'est la volonté qui s'horizontalise. C'est-à-dire que quand tu te mets à vouloir quelqu'un, tu te mets à vouloir quelqu'un comme si ce qui venait d'en haut, qui te fait aspirer à cette personne, était concentré dans cette personne. Donc elle est déviée. Et donc il y a bien une déviation. Le mot est juste. Mais, et moi, j'ai été tenté de te dire non, t'as tort. Okay. Mais en fait, t'as raison. C'est parce que j'avais pensé à autre chose. J'aurais pensé en termes de catastrophe. C'est une catastrophe de la volonté. Mais c'est aussi une catastrophe. C'est une transcendance déviée, c'est une catastrophe. La transcendance déviée est une catastrophe. Ah, mais pourquoi alors ça serait une catastrophe, la transcendance déviée? C'est une catastrophe. Tu le Vous sais. le saurez au prochain épisode. Vous le saurez au prochain épisode. C'est une question rhétorique en plus que tu vois. Oui, parce qu'il y a une catastrophe là-dedans. Le désir est une catastrophe de la volonté. Oui, c'est un drame même. C'est Un dramatique. drame. Un drame, et oui, un drame. C'est dramatique. Un drame. Mais Euh, on peut dire rapidement. On peut dire rapidement. Ou on ne dit pas. On en parlera la prochaine fois. Ça sera peut-être la prochaine question. Tu veux la noter? Voilà. Non, parce que la prochaine fois, il faut qu'on fasse le Titanic. Ah, tu dis. le Titanic.
J'ai aussi une autre Le idée. film Le Titanic, et la question c'est, Pourquoi? le thème c'était la pathologie, le désir mimétique, la pathologie du désir, et la prochaine fois c'est la catastrophe de la volonté. Pourquoi le désir mimétique est-il un drame? Enfin, Oui, une catastrophe ou une volonté ou une déviation ou tout ça quoi. Et, 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 mais faut qu'on fasse en priorité le film Le Titanic. Et peut-être que le film du Titanic nous donnera occasion de répondre à cette question. Sinon, ben, on en parlera dans la 4e vidéo. ouais. Mais il faut le Le noter, comme ça on Titanic, le sait. sinon, je me permets de faire une autre supposition. On pourra en parler après, on finit l'enregistrement. Tu veux qu'on. Non, vas-y, termine. Ouais. Parce que du coup, j'ai soit le Titanic, soit j'ai plus intéressant, mais moins connu, mais vraiment intéressant. Parce que je pense qu'au Titanic, il y a vraiment une. Tu peux voir facilement la double lecture. C'est Hmm. facile. Mais Call Me By Your Name, appelle-moi Ce par qui ton serait nom. bien, c'est un film purement romantique, où il n'y a Et pas bah du là, tout de... là c'est pur romantique. Alors, C'est c'est vraiment. Call Me by Your Name. Ouais. Je Il est un pense que peu c'est. connu, le film? Oui, oui, il y a un acteur Timothée Chalamet qui joue dedans et il a vraiment été plusieurs fois récompensé. Oui, non mais oui. Assez connu, même à l'international, je pense, mais moins qu'au Titanic. Alors, Mais c'est ça le programme. Voilà. La prochaine fois, on fait le film Call Me by Your Name et on essaye d'approfondir la question, la différence entre le romantique, le romanesque, le mensonge et la vérité. Et puis, la piste à suivre pour l'explication du désir mimétique chez Girard, c'est le désir comme catastrophe, comme accident, comme pathologie de la volonté, mais cette fois-ci, plus loin que la pathologie. En quoi la mimésis, notre nature spirituelle, notre côté simulateur va faire problème. Pourquoi il va y avoir l'apparition du désir, en fait? Pourquoi subitement ça va être un mal? Ça va être quelque chose qui nous affecte comme ça. Mais qui nous affecte, ça peut aller jusqu'à la perte du sens de l'existence, tu vois. C'est-à-dire que si on n'a pas ça, la vie n'a pas de sens. oui, ou alors tu dis même, oui, tu dis même ne plus agir, mais être agi. Ouais. Et être agi. Et puis pourquoi aussi l'hypnose? Et donc là, on rejoint toutes les discussions, tous les thèmes abordés par Bhaskar. Hypnomachie. Ouais, C'est Bhaskar. Hypnomachie, c'est ça, hein, et Bhaskar. Et là, tu pourras, et toi qui connais bien Bhaskar, tu pourras nous en parler, parce que là, tu verras. Et tu verras vraiment le lien entre l'hypnose, la perte du réel, la médiation, etc. Parce que la catastrophe dans le désir, c'est qu'il y a quelqu'un dans le désir. Il y a pas que ce qu'on désire. Il y a aussi... Le médiateur. ouais, voilà, on en parlera. Bon, ben on arrête là. On arrête. On fait comme ça. Au revoir, Audrey Rose. Au revoir, Pierre. Pierre-Henri. Pierre-Henri. Pas pour moi.